Dany Rolland, vous êtes œnologue au laboratoire d'œnologie Rolland à Pomerol et bien sûr viticultrice avec tous les domaines que vous avez. Est-ce que vous pouvez nous raconter le chemin que vous avez fait dans cette vie autour du vin, dans cette vie professionnelle autour du vin, d'où ça vient, comment ça commence, comment ça se poursuit et qu'est-ce qui encore aujourd'hui vous fait avancer dans cette vie professionnelle autour du vin? Bien, commençons par le commencement. Donc le commencement, l'œnologie. Comment suis-je venue à l'œnologie? Il se trouve que je n'avais pas du tout une famille dans le milieu du vin, même si on buvait régulièrement une bouteille de temps en temps. Mais je faisais mes études de médecine à Bordeaux. Et comme je suis de la génération 68, en 68 on n'a pas pu passer les examens. Donc je me suis dit, tiens, c'est bête de recommencer bêtement la deuxième année. J'avais beaucoup d'amis pharmaciens qui à l'époque faisaient œnologie parce que dans les officines familiales, derrière ils faisaient quelques analyses pour les propriétaires, enfin bon. Et donc je leur demandais, mais qu'est-ce que c'est que l'œnologie? C'est la science du vin, c'est bon, l'histoire du vin, etc. Et je me suis dit, ça m'intéresse, mais ça ne m'intéresse pas par le vin lui-même. Ce qui m'intéressait beaucoup à l'époque, c'est de savoir pourquoi on partait d'un raisin, comment on partait d'un raisin qui est un fruit, et comme il y a d'énormes fruits sur la terre, et comment on pouvait arriver à une histoire aussi fabuleuse après, par sa transformation. Au travers de la fermentation. Au travers, voilà, parce qu'aucun fruit n'a une telle aventure, ou ne vit une telle aventure. Et comme j'étais plutôt une scientifique, mon idée là, c'était de comprendre tout ce qui était chimique et biochimique entre le raisin et le vin, sans forcément le goûter, mais toutes ces transformations, même si on ne les maîtrisait pas à l'époque toutes, parce qu'on ne faisait pas beaucoup de microbiologie, bon, mais enfin toutes ces fermentations m'intéressaient. Et donc je me suis dit, pourquoi pas m'inscrire en œnologie, le temps d'apprendre ça, et puis reprendre plus tard la médecine. Et il se trouve qu'en œnologie, j'ai rencontré Michel, et donc j'ai terminé mes études d'œnologie, on va dire, et puis voilà, et puis nous nous sommes mariés et nous avons eu notre examen la même année. Voilà. Et l'œnologie quand même commençait à remplir votre vie, je suppose. Et alors l'œnologie, alors nous avons débuté, bon, Michel était d'une famille de propriétaires, donc évidemment d'une famille de terriens, lui-même un garçon de la terre, donc dans sa famille, bon, l'aîné avait une situation, on va dire, telle qu'avocat ou autre, puis le second était condamné à rester à la propriété. Bon, il se trouve qu'à cette époque, rester à la propriété, ça voulait aussi dire faire quelques études, pourquoi pas d'œnologie. Donc l'idée au départ, c'était que Michel un jour peut-être reprenne la suite de ses parents, mais en attendant, son père était très ouvert à ce qu'il exerce sa profession, parce qu'il ne voulait pas qu'il n'ait que ça. Parce que mes beaux-parents avaient connu l'histoire de la viticulture des vaches grasses aux vaches maigres. On en connaît beaucoup, surtout dans ces années-là. Et donc, nous avons donc, à la suite de notre diplôme, nous avons travaillé tous les deux séparément, moi chez Cordier, lui chez un autre négociant de la région. Et il s'est trouvé l'opportunité d'acheter le laboratoire. Nous avons organisé le rallye des œnologues une année. Et à ce rallye, il y avait monsieur et madame Chevrier, et ils nous ont dit on cherche un couple d'œnologues. Alors je dois dire qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup non plus. L'éventail n'était pas extrêmement large. Et donc on a dit ça tombe bien, parce que puis il fallait un couple d'œnologues, il fallait quand même des parents qui puissent aider aussi pour acheter la moitié du laboratoire, etc. Donc voilà, nous avons acheté ce laboratoire en 1973, il était à l'époque à Libourne. Et ils sont restés, il était question qu'ils restent 5 ans, mais ils ne sont restés que 3 ans. Et donc, nous avons repris la deuxième partie du labo en 1976. Voilà. Et donc, une vie d'œnologue de laboratoire commençait. Ce qui veut dire des analyses. Bon, à l'époque, on goûtait les vins, mais de façon très distante. Le but était de faire des vins loyaux et marchands, puisque ça c'était la condition sine qua non pour qu'ils soient vendus. Éviter le défaut. Éviter le défaut, mais sinon les goûter, chercher des finasseries de qualité, ou même au niveau des sols, ou même des aménagements, à l'époque il n'en était pas vraiment question. Si bien que, bon, Michel qui n'est pas un homme de laboratoire, il n'est pas un homme d'intérieur, puisque lui il a passé sa vie, une vie de paysan, quoi, paysan à suivre son père, son grand-père. Lui, son idée, c'était d'aller dans les vignes, de voir comment ça se passait, de voir ce qu'on pouvait améliorer. Donc, on s'est mis à faire des analyses de terre. Inutile de vous dire que dans la région,
personne n'était forcément intéressé parce que tout le monde imaginait qu'il avait le plus beau terroir de la région. Donc les analyses de terre, ça n'a pas forcément très bien fonctionné. Et donc ensuite sont arrivés le début des années 80, et en particulier le millésime 82, qui a été quand même un beau millésime déclencheur de pas mal de choses à Bordeaux. Et où il s'est dit, bon, après tous les millésimes de misère qu'on a fait dans les années 70, si ça peut exister, c'est qu'il y a une raison. Donc il s'est mis à aller encore plus dans les vignobles, et avec quelques amis, ils se sont mis à suivre de beaucoup plus près l'évolution de la vigne, le cycle végétatif, voir un peu ce qui se passait, pourquoi et comment on arrivait à avoir de beaux raisins ou de meilleurs raisins, puisqu'on reste toujours dans cette idée en œnologie, comme disait notre cher professeur Pénaud, que sans bons raisins, on n'a pas de bon vin. Ça, on revient à mon idée de départ, c'est le raisin qui fait le vin. Voilà. Et donc il s'est mis à sortir un petit peu plus et à faire pas de l'expérimentation, mais essayer d'avancer avec 3 ou 4 amis de la région, qui étaient à l'époque Hubert de Boire, qui était tout jeune, Christine Valette de Trollon-Mondo, qui était toute jeune, Jean-Michel Arcotte, qui s'occupait de Cliné, qui était aussi tout jeune. Donc on était tous tout jeunes, mais je pense que tous ont beaucoup appris et progressé de cette mise en commun de notre volonté de comprendre, parce qu'en fait c'était plus de comprendre plus qu'autre chose, puisque l'analyse existait, mais c'était surtout aller plus loin que d'avoir de jolies vignes, ce qui était le but premier de celui qui travaillait le vignoble, aller beaucoup plus loin que ça, comprendre le pourquoi, goûter les raisins, avancer un petit peu. Et donc, cette progression dans le vignoble de Libourne, des environs ici, a intéressé, on va dire, une winemaker américaine qui un jour a débarqué en disant: voilà, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos conseils, parce que moi je reçois des raisins à la cave et je ne sais pas du tout d'où ils viennent. Donc vous allez m'expliquer la viticulture, m'expliquer comment il faut faire, comment appréhender des raisins, comment aller plus loin dans le cheminement, et qui est vraiment un accord entre la viticulture et la vinification. Et donc ça a été le premier voyage à l'étranger de Michel, donc la Californie, et ça a été le début d'une grande aventure. Et vous, pardon? Et moi, j'ai continué, évidemment, moi je m'occupais plus spécifiquement du laboratoire. À l'époque, je m'occupais de tout, la partie comptable, la partie labo, vont faire quelques analyses quand il y avait besoin, mais enfin bon, là on a toujours eu quand même du monde, mais je m'occupais de la gestion de tout ça. Et il se trouve qu'on avait aussi, entre-temps, il y a eu quand même, ça, ce que j'ai oublié de dire, c'est très important, entre-temps on a mon beau-père la disparition de mon beau-père qui a fait que nous nous sommes occupés de la propriété familiale, donc de Bon Pasteur. Donc ça, c'est un vrai changement aussi. Un vrai changement aussi, c'est-à-dire que bon, avant nous laissions faire mon beau-père qui était le vrai bon viticulteur pourvu qu'il ait des vignes bien vertes, et voilà, il n'y a pas de problème, c'était pas un homme de chez, donc on a fait évoluer un petit peu tout ça aussi, et donc à ce moment on a pris les rênes de la propriété, et donc ça c'était à partir de 1979, voilà. Alors aussi un autre gros changement dans notre vie, c'est qu'en 1986, on cherchait une maison à la campagne parce qu'on habitait au-dessus du laboratoire. Bon, tant que les filles allaient à l'école sur le même trottoir, c'était parfait, mais après le besoin de campagne et d'air s'est fait sentir. Donc on cherchait une maison à la campagne et on a trouvé une propriété à Fronsac, une maison d'abord, il y avait des vignes autour. Bon, on a dit, les vignes on sait faire, donc on a acheté le château Fontenil, qui à l'époque n'avait pas de nom, en 1986, maison et vigne, puisque la condition était de prendre le tout. Donc c'était une propriété d'une dizaine d'hectares sur laquelle nous sommes allés habiter. Et dans le même temps, un petit peu plus tard, parce qu'on n'a pas habité tout de suite, parce qu'on est tombé malheureusement sur le fameux millésime 1991, qui nous a extrêmement perturbés, puisque pas de vin, pas de récolte, pas d'argent, donc pas d'aménagement, rien, et puis on avait des bâtiments qui étaient vraiment complètement vieux et tout était à refaire, donc on a attendu un petit peu avant de se lancer là-dedans, et on a donc déménagé définitivement à Fontenil en 97,
Et on a déménagé définitivement le laboratoire de Libourne ici à Pomerol en 98. Voilà. Donc là, il y avait déjà du conseil. Alors voilà, le conseil date, donc le premier conseil date de 1986, donc la Californie. Le second, paradoxalement, ça a été l'Argentine en 1988, ce qui était très avant-gardiste, parce que quand même, l'Argentine à l'époque n'était pas du tout un pays dont on pensait qu'il deviendrait ce qu'il est aujourd'hui. Et donc ça m'amène à parler de tous ces voyages que nous avons faits dans ces pays, où on était appelé, où mon mari était appelé pour le consulting, tous ces voyages où on a eu des coups de cœur, comme l'Argentine, un coup de cœur pour le pays, coup de cœur pour la famille Etchart qui nous a accueillis, et où on a eu envie de faire du vin, parce que les paysages, la qualité des sols, la perspective de faire quelque chose de bien et de mieux que ce qui se faisait, nous a encouragés. Donc de la même façon, on a fait du vin en Afrique du Sud, donc l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Espagne. Voilà, on a essayé de satisfaire nos envies, parce qu'à l'époque on pensait une chose, on pensait que le plus compliqué était de faire du vin bon. On n'avait pas imaginé que le pire aujourd'hui c'est de le vendre, parce qu'aujourd'hui il y a une concurrence énorme, donc c'est obligé de nous restructurer aussi de ce côté-là. Voilà. Alors j'ai une vie d'œnologue, une vie de propriétaire, enfin de viticultrice. Vivant à Fontenil, je suis particulièrement proche de la terre, puisque j'ai la vigne qui est au pied de ma cuisine, au pied du salon. Donc je vois tout ce qui se passe. Je vois la moindre goutte d'eau, la moindre gelée le matin, la moindre orage qui arrive, ça y est, c'est orage au désespoir. Je vis vraiment une vie de propriétaire. Je m'implique beaucoup dans la vinification à Fontenil. Je suis à la table de tri pendant toutes les vendanges, parce que là, je vois le matériel qui arrive, je vois le matériau qui arrive. Et puis, au labo, eh bien, je m'occupe de tout dans la mesure où je dirige tout, on va dire. Que quoi qu'il arrive au labo, c'est évidemment moi qu'on appelle. Ensuite, je m'occupe aussi de la gestion des propriétés. Disons que, dès le départ, j'ai laissé Michel faire ce qu'il aimait, c'est-à-dire lui. Il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est la vigne, le vin, et petit à petit amener à où il y a particulièrement du talent, et ça je pense que c'est un talent que je n'aurais pas eu, c'est son talent d'assembleur, de pouvoir avoir la capacité de se concentrer sur 200 échantillons, de trouver la quintessence de chacun, de voir la synergie qui peut... Bon, ça je pense que je ne suis pas capable, parce que je n'ai pas l'entraînement, et que peut-être qu'avec l'entraînement je l'aurais eu, mais je crois qu'il y a quand même un talent naturel. Alors mon talent, je ne sais pas, c'est difficile à moi de dire. Je pense que mon talent a peut-être été d'avoir su l'accompagner pour faire ce qu'il a eu envie de faire. Et c'est en ça que c'est pas extrêmement féministe. Je ne suis pas une féministe pure et dure. Disons que je pense que si on trouve un équilibre dans la vie, pour que chacun ait sa place, c'est très important. Et nous, on a eu notre place dans notre structure familiale. Chacun avait sa place. Alors évidemment, la place à la lumière, c'était Michel. Moi, j'ai toujours travaillé dans l'ombre. Mais c'est une place qui me convenait parfaitement. Je peux dire que c'est presque une place d'éminence grise. Donc, bon, c'est pareil, ça a quand même une valeur. Et puis, une place de mère de famille, avec aussi une famille autour, nos parents qu'on a eu à s'occuper, les propriétés familiales, la gestion, tout ça, c'est du travail que l'on fait derrière. C'est pas de l'œnologie pure, c'est pas effectivement du créatif, mais il faut que quelqu'un le fasse. Et quand on est une petite entreprise comme nous, familiale, il fallait bien que l'un de nous s'attelle à cette tâche. Donc ça a été moi, voilà. Et donc je suis restée dans l'ombre pratiquement toute ma vie. Et le lien au vin, vous disiez, ça a démarré par cette volonté de comprendre la biologie. Alors, le lien et comment on arrive du raisin au vin. Voilà, le lien a été là au départ, ce qui m'a permis d'être relativement brillante dans mes études d'œnologie, parce que j'avais cette tellement volonté, puis j'avais une formation scientifique. Mais alors après, ce qu'il a fallu que j'apprenne, c'est apprendre le vin lui-même. Comment on le faisait, parce que quand on sort de la faculté d'œnologie, surtout à cette époque-là, on goûtait extrêmement peu, à part 2 ou 3 vins qui avaient des maladies qu'on ne rencontre plus dans la vie, la tourne ou la graisse. Ensuite, on n'allait pas dans les vignes. On avait fait un peu d'ampélologie, mais on allait très peu dans les vignes. Donc après, il a fallu que j'apprenne tout ça ou que je le vive.
l'apprendre, c'est un bien grand mot, c'est quelque chose qui se vit au quotidien après, par instinct, parce qu'on a envie, parce qu'en goûtant un vin, on voit la différence de terroir avec un autre, donc on a envie de comprendre pourquoi. Voilà, tout s'est fait progressivement. Mais je me suis mis à boire du vin après, je pense, après les études d'œnologie, parce que moi, c'était pas ma culture, vraiment, au départ. Mais on s'y fait très vite, parce que c'est quand même un... Aujourd'hui, disons qu'aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir choisi cette voie, parce que je pense qu'elle est beaucoup plus... Elle a été beaucoup plus enrichissante, certainement, que celle d'être un médecin de campagne ou même un médecin à spécialité. J'aimais beaucoup cette discipline et je regrette presque de ne pas être suffisamment jeune pour avoir une deuxième vie pour recommencer ça. Mais je pense que ma vie d'œnologue a été beaucoup plus enrichissante dans la découverte de pays, dans la découverte de gens. L'humain, le facteur humain est très important pour nous dans l'œnologie. Et voilà, et puis ensuite, quand vous parlez de vin, partout, un dîner, des rencontres, c'est un produit culturel qui apporte de la joie. C'est vrai que dans un dîner, si on se met à parler vin, tout le monde a envie de parler vin parce que c'est un produit de plaisir. C'est pas la personne qui achète du vin, elle va pas acheter sa baguette ou son beefsteak qui est obligatoire pour nourrir sa famille. Elle y va parce qu'elle a envie. Donc c'est vrai que c'est une profession où il y a beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Mais par contre, c'est quand même une profession où nous soignons aussi, hein, parce que l'œnologie a été une œnologie pas corrective, vraiment, mais on est là quand même en garde-fou, on est là pour goûter s'il y a des problèmes. Donc nous, tous les jours, on ne goûte pas des grands crus et on ne goûte pas que des vins qui sont géniaux. Mais justement, c'est notre vie d'essayer de leur donner un plus, d'essayer de les rendre plus expressifs, d'essayer d'aider le propriétaire dans ses choix, parce que c'est quand même toujours le propriétaire qui fait le choix. L'œnologue, il est là comme conseiller. Pas lui qui fait le vin, c'est pas lui qui prend les choix de viticulture, de vinification, mais on est là pour l'aider dans une voie qui correspond à sa partie commerciale, à son histoire, à l'histoire de sa propriété, à son terroir. Voilà. On est en fait des consultants, on est le bâton qui aide un peu à... Mais bon, c'est vrai que ça a été une vie exceptionnelle, de voyage, de découverte. On apprend beaucoup en voyageant. On se rend compte que nous, Français, on n'est pas les seuls à faire du vin dans le monde et qu'il y a beaucoup de pays où il y a beaucoup de gens enthousiastes, passionnés et qui font des très grands vins partout dans le monde. Voilà. Merci beaucoup.